L'invité d'André Berkoff, l'essayiste québécois Mathieu Bock-Côté, il nous livrera d'ailleurs le regard de nos cousins, de nos frères québécois sur la politique française. Ça ne doit pas être triste. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Berkoff est dans tous ses états aujourd'hui sur Sud Radio, pas vrai, Dans tous André? ses états et dans des états de plaisir parce qu'il accueille Mathieu Bock-Côté, qui est un des, je dirais, des philosophes, des sociologues, j'aime pas les mots en hog d'ailleurs, mais enfin quelqu'un qui est très précis, très acéré dans ce qu'il fait, et ça nous passionne et ça va vous passionner. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Vous avez déjà présenté votre invité, donc notre ami québécois essayiste Mathieu Bock-Côté. C'est à vous, André Berkoff. Alors, Mathieu Bock-Côté, on va démarrer par un de vos articles les plus récents qui a fait du bruit dans le Figaro, notamment. Et puis on va parler évidemment de vos livres, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment votre regard là-dessus. Et vous avez dit quelque chose, la phrase m'avait frappé, vous avez dit, c'est drôle, on parle de droite décomplexée, comme si la droite avait pour essence et par essence d'être complexée. Et ça renvoie à beaucoup de choses justement par rapport à ce qui se passe ici, mais on parlera aussi du multiculturalisme au Québec, parce qu'il y a des choses à dire sur Justin Trudeau et autres. Mais que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire que la droite, depuis donc 40 ans, ou presque, ou plus d'ailleurs, a été toujours complexée par la gauche? Alors ça, la formule est assez forte. C'est-à-dire, on se désole souvent, avec inquiétude, de l'émergence d'une droite décomplexée. Supposant par là que la seule droite légitime est une droite complexée. Complexée de quelle manière? Complexée parce que reconnaissant ce qu'on pourrait appeler la supériorité morale de la gauche, la supériorité morale du progressisme, une droite devant donner régulièrement des gages de respectabilité médiatique au politiquement correct ambiant, des gages de respectabilité, et ça consacre en fait l'hégémonie idéologique d'une certaine gauche qui va décider qui est la droite modérée, qui est la droite radicale ou la droite dure, qui est la droite humaniste, qui est la droite fréquentable, quels sont les thèmes politiques légitimes, généralement des thèmes comptables ou strictement économiques, quels sont les thèmes inadmissibles, les thèmes identitaires, culturels et ainsi de suite. Donc, la droite est obligée, évolue en fait dans un paysage médiatique et politique où elle est toujours obligée de se justifier d'exister. Sur le fond des choses, la gauche explique son point de vue et la droite explique pourquoi elle a le droit de le dire. Et la plupart du temps, ça fait en sorte qu'une bonne partie de la droite, et ça on le voit, on l'a peut-être même vu ces jours-ci avec Xavier Bertrand, avec Valérie Pécresse peut-être un peu, une partie de la droite rêve en fait de devenir la part de la droite préférée de la gauche, celle à qui on donne un certificat d'humanisme. Les enfants sages, les bons enfants. Ceux qui donnent... Les bons élèves. Oui, les bons élèves qui envoient le signal qu'eux ne remettent pas en question les critères de respectabilité dominants. Et ça fait en sorte que la droite, toujours obligée de se justifier, abandonne souvent des questions qui sont pourtant fondamentales. Les fameuses questions identitaires dont on parle, il y a tout un dispositif médiatique qui nous dit que ce sont des questions qui appartiennent au Front National. Qui s'en empare va sur le terrain du Front National. On fait le jeu. Ça vient que des traits d'union, cette expression. Et moi, ce qui m'inquiète devant ça, et qui m'agace aussi, c'est que depuis quand la question de la nation, de l'identité, de la culture, de l'appartenance, de l'enracinement, depuis quand ces questions sont-elles thèmes réservés d'un parti, et plus encore d'un parti qui est un parti paria? À ce qu'on en sait, quand on pense à la figure, par exemple, du général de Gaulle, mais bien d'autres, et jusqu'à tout récemment, Pompidou, on pourrait en trouver d'autres, c'était des thèmes qui étaient au cœur de la vie politique, des thèmes qui transcendaient les appartenances. Or, ce qu'on voit, c'est qu'avec la diabolisation progressive de tout ce qui est identité nationale, culture, tous ces termes-là, dans les faits, ça fait que la droite se condamne à l'impuissance politique et intellectuelle. Et ça m'intéresse de voir ça. Donc, en France, c'est particulièrement marqué. C'est vrai dans d'autres pays en Occident, cela dit, mais en France, on le voit. Lorsque la droite veut transgresser les codes du politiquement correct, à partir de là, on fait sonner les sirènes de l'antifascisme et on présente finalement Laurent Wauquiez comme un voyou de la République. Alors, comment vous expliquez justement cet état de fait? Il dure depuis quand? Parce que il faut bien dire que la droite, à un moment de l'histoire de France, puis pour parler que de la France, était quand même moins complexée que ça. Elle était dominante même, dominante. En tout cas, elle avait son mot à dire et elle n'avait pas peur de le dire. Là, on a l'impression que depuis quand? Il y a différents points de bascule, on peut en identifier quelques-uns. Sur le plan idéologique ou intellectuel, je crois que mai 68, quoi qu'on en pense, demeure un point majeur. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là que la gauche reprend l'offensive idéologique, s'empare des thèmes culturels, s'empare des thèmes sociétaux, on dirait aujourd'hui, s'empare des thèmes identitaires. Et à partir de là, la droite est placée dans une position de repli. C'est-à-dire, elle peut défendre des positions, mais elle ne peut pas regagner du terrain perdu. Sur le plan politique, je pense que le traumatisme, c'est le milieu des années 80 avec la cohabitation 86-88, où la droite... Mitterrand-Chirac. Oui, bien sûr. Quand
proposition politique plus conservatrice est avancée et elle est véritablement, pour différentes raisons, ça s'effondre. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que la droite va accepter intellectuellement d'évoluer dans un environnement hostile. Et donc, ça se retrace sur des décennies. De ce point de vue, il y a eu des tentatives de rompre avec ça. Différentes tentatives de rompre avec ça. La plus connue d'entre elles, je pense, c'est 2007, avec Sarkozy qui cherche à se faire élire sur une politique de transgression des codes du politiquement correct, mais le drame étant, de son point de vue, qu'il se fait élire et ça lui prend pas quelques heures pour tout jeter, finalement, pour tout rejeter, les thèmes sur lesquels il s'est fait élire. Et devenir le DRH du Parti Socialiste, comme il le disait lui-même. Il croyait. Alors, c'est normal en politique d'amener des gens qui sont prêts à rallier notre proposition. Mais simplement faire le maraudeur et être capable de ramener des gens dans son camp pour montrer qu'on est capable de voler des gens à l'équipe adverse, ça, c'est autre chose. Oui. Alors, et je pense que le moment sarkozyste a créé, et ça, on le voit ces jours-ci, une déception immense à droite, parce que les gens ne croient plus. Donc, ils ne croient plus à la parole politique. Lorsqu'ils entendent Wauquiez, la première chose qu'ils se demandent, c'est est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on peut y croire? Il y a le doute qui est là. Eh bien, voilà. Donc, on se dit, est-ce que ça sera la transgression d'une saison? Est-ce qu'il décidera ensuite de se ranger? Est-ce qu'au premier dérapage, entre guillemets, il va se coucher? D'ailleurs, juste un mot là-dessus parce que c'est très, très important. C'est fascinant de voir comment certains concepts clés structurent l'univers médiatique. Et un des plus importants, c'est la notion de dérapage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un dérapage? Ça, j'y reviens toujours là-dessus. Ça nous en dit, l'espace public, le débat public est dans un corridor très étroit. Un corridor idéologique très étroit. Bordé par les médias, voilà, bien sûr, avec des patrouilleurs idéologiques qui donnent des contraventions idéologiques et médiatiques si on décide d'aller sur des thèmes inattendus. Et si on transgresse, si on sort du corridor très étroit, amende, dérapage, et plus les amendes s'accumulent, plus les étiquettes deviennent lourdes à porter. Donc le philosophe devient polémiste, le polémiste devient fréquentable et sulfureux, il devient même nauséabond, et il finit à l'extrême droite parce qu'on lui a multiplié les dérapages. Et on a cherché à faire ça cette semaine avec Finkielkraut. On a vu la controverse qui lui était associée. On a souvent cherché à faire ça avec un Éric Zemmour. On a cherché à faire ça avec d'autres figures politiques. Me semble-t-il que c'est avec ce système médiatique ou cette manière qu'a le système médiatique d'étouffer le débat politique et intellectuel qu'il faut rompre. Mais alors, justement, Mathieu Bock-Côté, comment reliez-vous à quelque chose qui est, je dirais, transversal du système politique, mais vous avez vu, puisque vous êtes en France en ce moment, vous avez vu l'histoire qui s'est passée avec telle blague humoristique, telle crinière de Lyon pour Miss France, on en parle encore ce matin, tel, entre guillemets, dérapage de tel ou tel humoriste, au point qu'aujourd'hui, quelques humoristes doivent défendre même les humoristes. Vous voyez, on parle plus des politiques ou des intellectuels, on dirait que ça atteint même les humoristes. Alors que la France, c'est le pays de la satire, du pamphlet, etc. Alors, pour la petite histoire, ce qui se passe chez vous, c'est passé chez nous il y a quelques semaines. C'est-à-dire, un humoriste a fait une blague qui a heurté certains lobbies, dans ce cas-là, le lobby féministe, et il a dû faire sa première sous protection policière. Donc ça, vous voyez... Ah oui, carrément. Alors, dans le cas français, ce qui est fascinant, c'est que ça nous en dit sur le politiquement correct. C'est-à-dire il y a différents éléments qui se croisent là-dedans. D'abord, des sectes militantes particulièrement histrioniques qui se font connaître par leur capacité à créer le scandale. C'est-à-dire, c'est très fort, ils décrètent qu'il y a scandale. Ensuite, la puissance des médias sociaux qui permettent justement de donner un effet de masse et qui recréent la possibilité de la foule lyncheuse. Ensuite, la lâcheté très souvent des autorités, soit médiatiques ou politiques, qui préfèrent se coucher plutôt que de voir le scandale durer. Et qu'est-ce que ça permet de faire, ça? Ça permet ensuite de faire exemple. C'est-à-dire, quelqu'un vient de tomber, voyez, il ne s'agit pas de parler du contenu de la blague, mais voyez le sort qui est réservé à celui qui transgresse. Si vous faites la même chose, vous allez voir ce qui va vous arriver. Le message est lancé. Et là, se développe plus fort que la censure, il y a l'autocensure. Donc, c'est un climat d'autocensure qui se développe. Mais encore une fois, il faut voir à quel point certaines associations, certains groupuscules, certains lobbies ont une puissance médiatique immense parce qu'ils ils s'autoproclament représentants de telle ou telle communauté. Absolument. Et ce sont les représentants sous le signe de l'indignation et du scandale obligatoire. Et vous remarquerez qu'ils patrouillent l'espace public à la recherche de scandales régulièrement, parce qu'ils n'existent que par la capacité, justement, à faire mener une forme de pression sur les acteurs politiques qui savent désormais qu'ils doivent se regarder, qui se savent sous surveillance. Mais comment il se fait que les réseaux sociaux ou les échos médiatiques leur accordent une telle importance? Parce que, est-ce que ce n'est pas aussi l'esprit critique, d'ailleurs, que ce soit nous, les journalistes, les intellectuels, les faiseurs d'opinion, les prescripteurs d'opinion et autres, qui devraient réagir aussi à cela, en disant, attention, mettez les choses, relativisons tout de ce point de vue-là.
Je pense qu'une bonne partie aujourd'hui des médiatiques et des politiques sont drogués aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est une réaction immédiate, c'est une réaction spontanée, et en plus, ça leur donne l'illusion du peuple ou de l'opinion publique directement accessible. Donc, on croit sentir ce que le peuple dit lorsqu'on voit les médias sociaux s'agiter. Mais quelquefois, il ne faut pas oublier qu'il y a des controverses qui n'existent que par les réseaux sociaux. On a vu bien souvent des controverses qui excitent, je sais pas, mais quelques milliers de personnes sur Twitter ou sur Facebook. Et à partir du moment où on décide d'accorder un crédit immense à ça, mais c'est là que ça peut basculer. Je note, soit dit en passant, que même les médias traditionnels, comme s'ils étaient intimidés, on pourrait dire socialement et technologiquement par les médias sociaux, accordent une place de plus en plus grande, par exemple, aux commentaires, à la lecture des tweets, et ainsi de suite. Il y a même des émissions où tous les jours on dit qu'est-ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Bien, évidemment, et là, les médias disent ce qui se passe sur une autre plateforme médiatique, et pendant ce temps, on n'entend pas des gens qui pourraient, par exemple, savoir de quoi ils parlent. Oui, mais Mathieu Bocoté, juste un mot. Les réseaux sociaux, au moins, parce que moi je les suis aussi comme tout le monde, et ça fait partie du métier, il y a la contradiction, elle est encore plus forte. C'est-à-dire que ceux qui réagissent aujourd'hui, moi je vois ça, en tout cas comme observateur, hein, je parle pas. Ceux qui réagissent aujourd'hui à cette espèce d'autocensure, ce sont les internautes. Beaucoup d'internautes disent on en a marre, on étouffe de ce politiquement correct. On entend beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Vous avez tout à fait raison, il y a ce type de bataille sur les réseaux sociaux. Donc l'exaspération se fait sentir. Il n'en demeure pas moins que je crois que les décideurs, comme on dit, sont davantage sensibles à ceux qui décrètent des scandales qu'à ceux qui sont exaspérés par les scandales. Ceux qui font l'opinion parce qu'il y a une forme de tendance progressiste généralement dominante dans les médias, eh bien, ce sont ceux qui, justement, hystérisent le débat par la gauche, qui ont le plus d'écho, ou à tout le moins, qui parviennent à se rendre au cœur du débat public. Oui, mais vous avez remarqué, là, c'est que, pardon, pour parler de Wauquiez, on verra bien ce qu'il donne, etc. Il n'empêche que Wauquiez, qui a adopté une position, justement, de droite dite décomplexée, encore une fois, vous avez fait un sort à ce terme, et vous avez raison, a quand même eu la majorité, une très grosse majorité. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens sont exaspérés par ça. Ah ben, il n'y a pas de doute là-dessus. Le fait est que les réseaux sociaux, ce n'est pas le peuple. Alors, je l'ai dit tantôt, c'est 2007. Ça, c'est quand même quelque chose. Et on pourrait parler aussi de 2005, le référendum sur l'Europe. Ça, c'était avant la vague des réseaux sociaux. Mais ça nous montrait le décalage entre l'opinion et le commun des mortels. Donc, le fait est, et c'est une chose qui est assez connue, les préférences populaires sur les questions qui aujourd'hui font scandale sont généralement des préférences plutôt conservatrices. Je ne dis pas absolument conservatrices, mais plutôt conservatrices sur l'immigration, sur l'identité, sur les frontières, sur les migrants. Bon. Eh bien, cette opinion-là ne peut pas s'exprimer bien souvent, sauf si on la sollicite directement par les élections. Et ça nous ramène à un phénomène qui s'est passé pendant quelques années en France qui est intéressant, c'est le phénomène Zemmour. C'est-à-dire, Zemmour au cœur de l'espace public, pourquoi est-ce que ça fait scandale? Parce qu'on a accepté l'idée que dans les marges se trouvent des gens qui critiquent le complexe médiatique. Mais que quelqu'un au cœur du système, au cœur de l'émission qui donne le ton dans le système et dans un rôle autorisé, se permettent de remettre en question les dogmes établis, les évidences consacrées et les consacre. C'est pas pour rien que c'est constitué une base sociale, au-delà même des médias. Des gens qui étaient prêts à manifester quand on voulait le licencier, des gens qui étaient prêts à le soutenir quand on voulait le congédier. Ça veut dire qu'une partie du peuple a un sentiment aujourd'hui d'insurrection par rapport aux médias. Et il ne faut pas oublier que les médias, de ce point de vue, ne sont plus seulement un contre-pouvoir, c'est un pouvoir à part entière. Bien sûr, et depuis assez longtemps. Mais alors justement, parlons un peu du multiculturalisme, ça a été le sujet d'un de vos bouquins. Et nous, alors, on aimerait quand même parler un peu du Québec, enfin du Canada en général, mais du Québec en particulier. Mais comment expliquer? Je veux dire, nous, on regarde par exemple Justin Trudeau, on regarde le multiculturalisme. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est la proximité de l'Amérique, des USA, qui a fait qu'il y ait cette espèce d'extraordinaire flambée, domination du multiculturalisme dans tous ces États, au point qu'il y a des tribunaux, d'ailleurs, communautaires, etc. Alors, c'est une histoire qui est d'abord et avant tout, on va dire, proprement canadienne. C'est-à-dire, sur le fond des choses, le Canada, dans les années 70, ne veut pas reconnaître le peuple québécois, disons ça comme ça. Ouais. Donc, il se dit, plutôt que de reconnaître le peuple québécois, parce qu'il y aura une menace de sécession, tout ça, on va décider de dire que toutes les communautés sont sur le même pied. Donc, quel que soit... Et derrière ça, il y a cette idée, nous sommes tous des immigrants. Bon. Et là, ensuite, ça va, cela dit, se transformer en doctrine idéologique très forte à partir des années 90, 2000 et aujourd'hui. Et là, on l'a vu dans une querelle récente sur la question du niqab, qui est très intéressante. Alors, c'est quoi, le niqab? Oui, le niqab, donc le voile... le niqab, pardon, j'ai pas entendu. Oui. Alors, on a vu au Québec, parce qu'au Québec, il y a quand même une résistance forte au multiculturalisme, le gouvernement du Québec a fait, en gros, ce qu'on pourrait appeler une loi anti-niqab modérée. Eh bien, au Canada anglais, et Justin Trudeau, par ailleurs, qui est de ce point de vue davantage canadien-anglais que québécois francophone,
il y a eu une condamnation vive de toute forme de régulation du niqab en disant que le niqab était désormais le symbole de la diversité à certains égards, parce que c'était le symbole de notre ouverture, jusqu'où on est prêt à aller dans l'acceptation de la différence et de l'ouverture et de la diversité. Et de la tolérance. Et bien sûr. Oui. Et donc, de ce point de vue, le Canada trouve dans le multiculturalisme une forme de confirmation de sa supériorité morale. Et il peut ensuite sermonner les différentes nations, surtout les nations européennes, soit dit en passant, en disant, vous êtes sur un mode régressif parce que vous croyez encore à la nation, à l'intégration substantielle, à l'assimilation. Nous faisons de la diversité notre seule loi. Et Justin Trudeau a dit, d'ailleurs, dans le New York Times, en décembre 2015, il n'y a pas d'identité canadienne. Il n'y a pas de noyau identitaire ou culturel. Le Canada, ça n'existe pas. Ce n'est que cette diversité. Le Canada, ce n'est que cette diversité plus les droits de l'homme. Alors, j'y reviens, vous comprendrez pourquoi les Québécois, par rapport à ça, résistent au multiculturalisme, parce que quant à eux, ils ne sont pas encore persuadés de ne pas exister. Oui, ils se posent des questions. Mais c'est allé juste au point. Moi, Justin Trudeau qui pleure à chaudes larmes parce que les LGBT, lesbiennes, gays ont été persécutés. Bon, très bien, mais qu'il aille jusqu'à pleurer à chaudes larmes en s'excusant. Mais ça nous en dit sur le personnage Trudeau en lui-même. Moi, j'appelle ça le marketing lacrymal de Justin Trudeau. Justin Trudeau est un comédien de formation. Ce qu'il aime, c'est se déguiser. Vous le voyez pas comme ça de ce côté-ci de l'Atlantique, mais il se déguise tout le temps. Il se déguise dans les tenues de chaque communauté, d'ailleurs. Et il aime se mettre en représentation. Son pouvoir, il y a un pouvoir chez Justin Trudeau qui est un pouvoir très charismatique, manifestement, même si je suis insensible personnellement à ce charisme. Ils sont nombreux à trouver que chez lui, il y a une telle force de charisme qu'ils adhèrent au personnage, même s'ils n'aiment pas ses idées. Et ça, on le voit beaucoup au Canada en ce moment. Et alors Mathieu Bock-Côté, pour revenir à la France et vos livres sur le multiculturalisme et le nouveau monde, est-ce que pour vous, par rapport à ce qui se passe, par rapport à tout ce que vous avez décrit, à tout ce qu'on voit, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Est-ce que vous croyez que, eu égard à tout ce qu'on dit, les médias, les réseaux sociaux, les politiques, les abandons, les conquêtes, regardez par ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est quand même très intéressant. En Europe de l'Est, il y a une espèce de... Alors les uns disent crient au fascisme, à la réaction, d'autres disent non, c'est formidable, ils parlent de l'identité. En tout cas, le problème est posé de manière extrêmement forte en Europe aujourd'hui. Alors, je regarde ce qui se passe en Europe. Alors, je vois le multiculturalisme, je le décris, vous savez, de la manière suivante, c'est l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, c'était la vocation du nouvel arrivant de prendre le pli de la société d'accueil. De s'adapter à la société. Voilà, d'apprendre à dire nous avec elle. Aujourd'hui, c'est la société d'accueil qui doit déconstruire ses institutions, réformer ses mentalités, effacer peu à peu sa propre culture pour accommoder la diversité. Je pense que cette tendance-là, elle est très forte. Cela dit, il semble bien que le commun des mortels n'adhère pas, pour mille et une raisons, à appelons ça, cette idéologie qui pousse à la dissolution des peuples et des nations. Il y a une résistance par rapport à ça. Le drame, c'est que cette résistance n'est pas parvenue pour l'instant à se traduire dans une proposition politique forte. On aurait pu croire, soit dit en passant, qu'en 2017, en France, il y aurait eu une réaction forte après le terrorisme, après les vagues migratoires, Charlie Hebdo, tout ça. Oui. Il y avait une crise en France immense. Et si ce n'était de l'effondrement de la candidature de Fillon, je pense qu'il y aurait eu une forme de traduction politique modérée, disons ça ainsi, de cette exaspération, contre ce sentiment de dépossession culturelle, de dépossession politique et identitaire. C'est pas arrivé. Cela dit, je note que Emmanuel Macron, peu importe ce qu'on en pense en ce moment, tout comme il a cherché à s'approprier l'éducation sur le mode Blanquer, eh bien là, avec ce qu'il envoie comme signaux sur l'immigration, on dirait qu'il veut blanqueriser l'immigration. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à tout le moins, il comprend... Non, mais même ces déclarations en Algérie. Ah ben voilà. En disant, attendez, nous n'allez pas commencer à nous courir sur la colonisation, ça va. Eh bien voilà, alors qu'il a dit autre chose pendant sa campagne. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il comprend qu'il ne peut conserver, pour l'instant, sa force qu'en envoie le signal qu'il prend au sérieux l'inquiétude populaire sur ça. Est-ce que ce ne sont que des signaux médiatiques? Est-ce que c'est vraiment un choix politique? Ça reste à voir. Mais sur le fond des choses, je pense qu'il ne peut y avoir de politique sérieuse si on ne prend pas au sérieux cette peur fondamentale qui est celle de devenir étranger chez soi, cette angoisse culturelle et identitaire, optimiste ou pessimiste. Je pense qu'à tout le moins qu'il y a des courants qui donnent le sentiment qu'il est possible qu'il y ait quelque chose comme une renaissance d'aspiration légitime, comme celui, par exemple, d'avoir un pays qui ne soit pas qu'une surface plate administrative régulée par les droits de l'homme. Oui, et puis régulée par Bruxelles aussi. Oui, mais ça, c'est une autre question. Le sentiment de dépossession démocratique. C'est-à-dire ça, c'est quand même fascinant. Sur 20 ans, les hommes politiques, quand ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ils disent c'est la faute à Bruxelles. D'ailleurs, c'est souvent la faute à Bruxelles, mais ils se déchargent souvent sur Bruxelles. Et de ce point de vue, le Brexit, peu importe ce qu'on en pense, c'est intéressant parce qu'il
envoyer un signal fort, c'est-à-dire nous voulons ramener la responsabilité au niveau national. Ensuite, on peut apprécier ou non, mais c'est envoyer un signal quand même d'attachement à l'État-nation. Il ne faut pas regarder... Vous savez, le monde médiatique a traité les électeurs pour le Brexit à la manière de dédentés malodorants de 98 ans. On les a même insultés. On les insultait parce que c'était le mauvais peuple. C'était un peuple qui n'avait pas sa place. C'était un peuple faisandé. Il faut le dissoudre, comme disait Bertolt Brecht. Ah ben oui, bien sûr. C'était, comme aurait dit Soler, c'était la Grande-Bretagne moisie. Bon, eh bien, dans les circonstances, eh bien, il y a une légitime critique, justement, de cette espèce d'orthodoxie diversitaire. L'enracinement ne devrait pas être considéré comme une pathologie. Merci Mathieu Bocoté et lisez vos livres. Au plaisir.